Avant que la chair ne cède définitivement, avant que le sang ne refuse de circuler et que les os ne se brisent sous le poids de siècles de guerre, il existait une dernière promesse. Elle n'était ni rédemption ni repos, mais prolongation, un contrat gravé dans l'adamantium et scellé par la douleur. Les Dreadnoughts ne furent jamais conçus comme des machines de guerre ordinaires. Ils naquirent d'une nécessité plus sombre: conserver ce qui ne pouvait survivre, préserver ce qui refusait de mourir. Dans les cryptes profondes des forteresses monastères, là où la lumière ne pénètre jamais et où l'air porte le poids de millénaires, reposent les sarcophages. Chacun contient un fragment d'homme, une relique vivante enchâssée dans l'acier, maintenue en vie par des fluides amniotiques et des impulsions neuronales qui traduisent la souffrance en mouvement. Ces guerriers ne marchent plus, ils ne respirent plus comme le font les vivants. Leur existence se situe entre deux états, ni pleinement morts, ni véritablement vivants, suspendus dans un cauchemar éveillé que l'Imperium nomme honneur. Les chapitres Space Marines parlent d'eux avec révérence, mais rarement avec envie. Car devenir Dreadnought, c'est accepter l'effacement progressif de tout ce qui fut humain. Le toucher, le goût, le sommeil, la chaleur d'un autre être. Il ne reste que la guerre, répétée à l'infini, et entre chaque réveil, le silence glacé d'un sommeil sans rêve. Certains sarcophages portent des noms oubliés, d'autres ne portent que des numéros de série. Tous témoignent d'une vérité que l'Imperium préfère taire. L'immortalité n'est pas un don, c'est une sentence. La transformation ne commence jamais par une décision. Elle commence par une blessure si profonde que le corps cesse d'obéir, par un champ de bataille où les apothicaires découvrent un corps brisé au-delà de toute reconstruction organique. Le guerrier gît dans son armure fracassée, les systèmes de survie rendant leur dernier souffle mécanique, et c'est à ce moment précis que la question se pose. Non pas à lui, il n'est déjà plus en état de répondre, mais à ses supérieurs, à ses frères, aux archivistes du chapitre qui consultent des registres millénaires pour déterminer si cette chair mourante mérite une seconde existence. Le serment du dernier souffle n'est jamais prononcé par celui qui le prête. Il est inscrit dans les protocoles, gravé dans les traditions, murmuré par des technoprêtres qui considèrent la chair comme un substrat et l'esprit comme un logiciel transférable. Les critères varient selon les chapitres. Certains n'acceptent que les héros légendaires, ceux dont les faits d'armes résonnent encore dans les champs de bataille. D'autres, plus pragmatiques ou plus désespérés, en tombent tout Space Marine, dont l'expérience tactique justifie le coût astronomique de la conversion. Car transformer un mourant en Dreadnought n'est pas un acte de compassion, c'est un investissement. Chaque sarcophage représente des siècles de savoir manufacturier, des alliages rares arrachés au monde forge, des rituels mechanicus transmis depuis l'âge des ténèbres. L'Imperium ne gaspille pas ses ressources pour offrir une retraite dorée. Il les utilise pour prolonger indéfiniment ce qui fut déjà consacré à la guerre. Le processus d'extraction commence dans les heures suivant la découverte du corps. Les apothicaires procèdent avec une hâte contrôlée, sachant que chaque minute perdue réduit les chances de préserver les fonctions cérébrales supérieures. Ils ne cherchent pas à sauver l'homme, ils cherchent à récupérer ce qui peut encore servir. Les organes génétiquement modifiés sont prélevés pour être redistribués, le progénoïde retourne au chapitre, les glandes encore fonctionnelles alimentent les banques biologiques. Ce qui reste, ce tronc mutilé, cette tête maintenue en vie par des stimulants chimiques et des prières murmurées, est transporté dans les cryptes inférieures où les forges silencieuses attendent. La chambre de conversion n'existe dans aucun plan officiel. Elle se situe toujours en dessous des niveaux habités, là où l'architecture devient ancestrale, où les murs portent des inscriptions en langage oublié. Les technoprêtres qui officient ici ne parlent qu'en binaire et en litanie. Ils préparent le sarcophage comme un autel, vérifiant chaque connexion synaptique, chaque tube d'alimentation,
chaque fil neural qui bientôt fusionnera avec ce qui subsiste du cortex cérébral. Le guerrier mourant est placé dans un liquide amniotique, enrichi de nanomachines régénératrices. Son corps, déjà réduit à l'essentiel, commence à se dissoudre partiellement. La chair inutile est digérée, les os non porteurs sont réabsorbés. Ce qui demeure est enchâssé dans l'acier, scellé dans l'adamantium, câblé neurone par neurone au système cognitif du Dreadnought. Il n'existe aucun témoignage direct de cette transition. Aucun Dreadnought ne peut décrire le moment où sa conscience bascule du corps biologique vers l'interface mécanique. Certains archivistes spéculent sur une période de confusion totale, un néant sensoriel où l'esprit, privé de tous ses repères physiques, hurle dans un vide sans écho. D'autres théorisent que les drogues administrées durant le processus effacent cette mémoire, la remplaçant par un récit acceptable, une fiction neurologique qui permet à l'esprit de survivre au choc ontologique de sa propre transformation. Mais les plus anciens registres, ceux que seuls les maîtres de chapitre consultent, mentionnent parfois des échecs. Des esprits qui refusent de s'adapter, qui rejettent l'interface, qui sombrent dans une folie si profonde que le sarcophage doit être vidé et stérilisé avant de pouvoir accueillir un autre occupant. Lorsque le processus réussit, lorsque les synapses acceptent enfin de traduire les impulsions électriques en pensées cohérentes, le guerrier se réveille. Mais ce réveil n'a rien de doux. Il ne s'agit pas d'ouvrir les yeux après un sommeil réparateur. C'est une explosion sensorielle terrifiante, où chaque capteur du Dreadnought envoie simultanément des informations que le cerveau ne sait pas encore interpréter. La pression au sol devient un poids écrasant sur des jambes qui n'existent plus. Le bourdonnement des cerveaux-moteurs résonne comme un rugissement assourdissant dans des oreilles remplacées par des récepteurs audio. La vision, divisée en spectres multiples, infrarouge, ultraviolet, spectre visible, se superpose en un chaos incompréhensible. Et au centre de tout cela, une question silencieuse qui ne recevra jamais de réponse satisfaisante. Suis-je encore moi? Les premiers mouvements sont maladroits, grotesques. Le Dreadnought lève un bras, une masse d'acier de plusieurs tonnes, et détruit accidentellement un pan de mur. Il tente de parler et n'entend qu'une voix synthétique, déformée, qui ne ressemble en rien à celle qu'il possédait autrefois. Les technoprêtres observent, ajustent, calibrent. Ils ne réconfortent pas, ils optimisent, car ce qui vient de naître dans ce sarcophage n'est plus un frère de bataille méritant empathie. C'est un système d'armes complexes nécessitant programmation. Les semaines suivantes sont consacrées à l'apprentissage. Apprendre à traduire l'intention de marcher en une séquence de commandes hydrauliques. Apprendre à évaluer les distances avec des capteurs qui perçoivent le monde différemment. Apprendre à tirer sans ressentir le recul, à tuer sans sentir le sang, à exister sans aucun des repères sensoriels qui définissaient autrefois l'humanité. Certains s'adaptent rapidement, leur esprit glissant avec une facilité inquiétante dans cette nouvelle prison d'acier. D'autres luttent durant des décennies, refusant intérieurement ce qu'ils sont devenus, même si extérieurement ils accomplissent chaque ordre avec une efficacité mécanique parfaite. Et durant tout ce temps, une vérité demeure non dite, enfouie sous les litanies d'honneur et les hymnes de gloire. Le serment du dernier souffle n'a jamais été une promesse de vie éternelle. C'était une condamnation à ne jamais mourir. Le Dreadnought n'est pas construit selon une logique unique. Chaque forteresse monastère possède ses propres schémas de construction transmis depuis des millénaires, modifiés par nécessité ou par tradition, adaptés aux doctrines de guerre spécifiques de chaque chapitre. Certains modèles remontent à l'époque de la Grande Croisade, leurs plans gravés sur des plaques de données si anciennes que même les technoprêtres les plus érudits peinent à en déchiffrer les annotations marginales. D'autres furent conçus durant l'hérésie d'Horus, née de la nécessité désespérée de compenser les pertes catastrophiques en préservant coûte que coûte l'expérience des vétérans mourants. Mais sous cette diversité apparente subsiste une architecture fondamentale, une géométrie de la souffrance qui demeure constante à travers toutes les variations. Au cœur de chaque Dreadnought
se trouve le sarcophage blindé. Cette cuve hermétique, forgée dans un alliage d'adamantium et de céramite multicouche, mesure approximativement 2 mètres de hauteur pour 1 mètre de largeur. À l'intérieur, le guerrier repose dans un liquide amniotique enrichi de suspenseurs biologiques, de nanomachines réparatrices et de cocktails chimiques conçus pour ralentir la dégradation cellulaire. Son corps, réduit à l'essentiel, tête, colonne vertébrale, cage thoracique partielle, fragments d'organes vitaux, flotte dans cette solution visqueuse, maintenue en position par des armatures internes qui épousent les contours de ce qui subsiste de sa forme humaine. Des centaines de fils neuraux pénètrent directement dans le cortex cérébral, la moelle épinière et les ganglions nerveux survivants, créant une interface si intime entre chair et machine qu'aucune frontière claire ne subsiste entre pensée organique et processus électronique. Les systèmes de survie qui entourent le sarcophage forment un réseau complexe de redondances mécaniques et biologiques. Des pompes péristaltiques maintiennent la circulation du fluide amniotique, le filtrant en permanence pour éliminer les déchets métaboliques et les cellules mortes. Des régulateurs thermiques compensent l'absence de thermorégulation naturelle, ajustant constamment la température pour éviter aussi bien l'hypothermie que la surchauffe des tissus nerveux. Des diffuseurs chimiques administrent en continu un mélange de nutriments synthétiques, d'hormones de régulation et de suppresseurs de douleur, bien que ces derniers soient calibrés avec une parcimonie délibérée, car une anesthésie totale compromettrait la réactivité neurologique nécessaire au combat. Le sarcophage doit garder son occupant conscient, alerte, fonctionnel. Le confort n'entre jamais dans l'équation. L'interface neurale représente le véritable prodige et la véritable horreur de la conception du Dreadnought. Les fils qui pénètrent le cerveau ne se contentent pas de transmettre des signaux. Ils réécrivent progressivement les schémas neurologiques, forçant le cortex moteur à apprendre un nouveau langage corporel. Là où autrefois des impulsions nerveuses déclenchaient la contraction musculaire, elles activent désormais des servomoteurs hydrauliques. Là où les yeux biologiques captaient la lumière, les capteurs optiques multiples du Dreadnought inondent le nerf optique d'informations spectrales que le cerveau doit apprendre à interpréter. Cette réécriture neuronale ne se fait pas sans dommage. Des zones cérébrales entières sont graduellement réaffectées, détournées de leur fonction originelle, pour servir de processeurs auxiliaires. Les souvenirs sensoriels, le goût d'un repas, la texture d'une étoffe, la sensation du vent, commencent à se dégrader, remplacés par des abstractions numériques dénuées de dimension émotionnelle. Le châssis externe du Dreadnought incarne la philosophie militaire de l'impérium dans sa forme la plus brutale. Il n'existe aucune élégance dans ses proportions massives, aucune recherche esthétique au-delà du symbolisme martial. La structure principale repose sur des jambes articulées capables de supporter plusieurs dizaines de tonnes, chacune équipée de compensateurs gyroscopiques pour maintenir l'équilibre malgré le poids des systèmes d'armement. Le torse blindé, disproportionné par rapport aux jambes, abrite non seulement le sarcophage, mais aussi les générateurs énergétiques, les munitions, les systèmes de ciblage et les réacteurs plasma miniaturisés qui alimentent l'ensemble. Chaque plaque d'armure est gravée de sceaux de pureté, de litanies mechanicus et de noms de bataille, non par superstition, mais par nécessité rituelle, car l'Imperium ne distingue pas véritablement la technologie de la théologie. Les systèmes d'armement varient selon les doctrines et les disponibilités, mais tous partagent une caractéristique commune, une puissance de feu disproportionnée par rapport à ce qu'un humain, même Space Marine, pourrait manier. Le bras droit porte généralement une arme de tir, canon d'assaut, lance-missiles, canon laser ou fuseur, tandis que le bras gauche arbore une arme de corps à corps surdimensionnée, poing tronçonneur ou marteau énergétique capable de pulvériser un char léger en un seul impact. Ces armes ne sont pas simplement fixées au châssis, elles sont intégrées aux circuits neuraux, devenant des extensions directes de la volonté de l'occupant. Lorsque le Dreadnought décide de tirer, il n'actionne pas une gâchette. Il pense le tir,
et les systèmes traduisent instantanément cette intention en décharge énergétique ou explosion balistique. Mais cette puissance a un coût neurologique rarement évoqué dans les chroniques officielles. Chaque décharge d'armes envoie un retour sensoriel directement dans le cortex. Non pas la douleur du recul que le corps mécanique absorbe sans difficulté, mais une abstraction neuronale de l'impact. Une sensation fantôme que le cerveau interprète comme une décharge d'adrénaline artificielle. Avec le temps, ces stimulations répétées créent des schémas de dépendance. Le Dreadnought commence à anticiper le combat non par sens du devoir, mais par besoin neurochimique, car seule la bataille produit les impulsions électriques suffisamment intenses pour lui rappeler qu'il existe encore. Les systèmes de mobilité imposent leurs propres contraintes psychologiques. Un Dreadnought se déplace lentement, lourdement, chaque pas générant des vibrations que les capteurs internes amplifient et retransmettent au cerveau. Il ne peut courir, ni sauter, ni se glisser dans des espaces restreints. Sa perception spatiale se transforme radicalement. Ce qui fut autrefois un couloir praticable devient un goulot d'étranglement. Ce qui fut une porte devient un obstacle nécessitant destruction. Cette perte de mobilité érode progressivement le sens tactique individuel, remplaçant les réflexes d'infanterie par une logique de char d'assaut vivant. Le Dreadnought cesse de penser en termes de couverture et de flanquement. Il pense en termes de champs de tir et de zones de destruction totale. L'alimentation énergétique du Dreadnought repose sur un réacteur plasma miniaturisé, technologie si ancienne et si dangereuse que seuls les adeptes mechanicus les plus expérimentés osent en effectuer la maintenance. Ce réacteur génère une chaleur constante qui irradie à travers tout le châssis, créant un environnement thermique instable que les régulateurs du sarcophage doivent compenser en permanence. Durant les combats prolongés, lorsque les systèmes d'armes surchargent les circuits, la température interne peut atteindre des niveaux dangereux. Le fluide amniotique bout littéralement autour des tissus organiques, provoquant des brûlures que les nanomachines réparent aussi rapidement que possible. Mais la douleur, elle, persiste, transmise directement au cerveau sans filtre possible. Et au centre de cette architecture de violence et de souffrance contrôlée, le guerrier entombé demeure conscient. Conscient du poids écrasant de l'armure, conscient de l'étroitesse du sarcophage, conscient de chaque vibration, de chaque impact, de chaque seconde d'une existence qui ne connaît plus ni repos ni libération. L'anatomie du Dreadnought n'est pas celle d'une machine, c'est celle d'un cercueil ambulant, conçu avec une précision terrifiante pour prolonger indéfiniment ce qui aurait dû mourir sur le champ de bataille. Les forteresses monastères ne révèlent jamais leurs secrets les plus sombres aux regards extérieurs. Les visiteurs impériaux, les diplomates planétaires, même les inquisiteurs en mission officielle, parcourent des corridors ornés de bannières glorieuses et de chapelles vouées aux Primarches, ignorant que sous leurs pieds s'étendent des niveaux entiers consacrés à une forme d'existence que l'Imperium préfère ne jamais nommer directement. La chambre des sarcophages porte des noms différents selon les chapitres. Crypte des veilleurs, sanctuaire du repos éternel, galerie des titans endormis. Mais sa fonction demeure identique à travers toutes les variations terminologiques. C'est là que reposent les Dreadnoughts entre les guerres, plongés dans une stase chimique qui ralentit le métabolisme cérébral jusqu'à la limite du coma, suspendus dans un état qui n'est ni sommeil ni éveil, mais quelque chose de plus troublant, une attente sans rêve dans l'obscurité absolue. L'architecture de ces chambres obéit à une logique qui mêle nécessité pratique et symbolisme funéraire. Les plafonds s'élèvent à des hauteurs démesurées, permettant l'utilisation de grues cerveau-assistées capables de manipuler les châssis massifs sans risquer d'endommager les systèmes internes. Les murs, taillés directement dans la roche de la montagne ou coulés dans du roc-béton renforcé, absorbent les vibrations sismiques et isolent thermiquement l'espace pour maintenir une température constante optimale pour la préservation biologique. L'éclairage, lorsqu'il existe, se limite à des veilleuses rouges disposées à intervalles réguliers, créant une pénombre perpétuelle où les ombres des sarcophages s'étirent comme des géants figés. Mais la plupart du temps, la chambre demeure plongée dans une obscurité totale.
car les dreadnoughts endormis n'ont nul besoin de lumière. Et ceux qui viennent ici, technoprêtres, chapelains, apothicaires, préfèrent œuvrer dans le noir, guidés par les lueurs fantomatiques de leurs cogitateurs portables. Chaque sarcophage repose dans une alcôve individuelle, une niche creusée dans le mur et équipée de connexions d'alimentation, de conduits de refroidissement et de câbles de monitoring biologique. Ces alcôves sont disposées en rangées superposées, créant une géométrie verticale qui évoque davantage un columbarium qu'une salle d'armes. Certains chapitres organisent leurs dreadnoughts par ancienneté, les plus vieux occupant les niveaux supérieurs dans une hiérarchie silencieuse où chaque mètre d'élévation représente des siècles de service. D'autres privilégient un classement par type de châssis ou par spécialisation tactique, regroupant les configurations anti-blindage d'un côté, les modèles d'assaut de l'autre. Mais quelle que soit l'organisation adoptée, une constante demeure. Aucun sarcophage ne touche directement le sol. Tous sont suspendus, maintenus par des châssis de support articulés qui permettent un accès complet aux systèmes externes pour la maintenance sans nécessité de déplacement. Les protocoles de mise en stase obéissent à des rituels codifiés depuis des millénaires, transmis oralement de techmarine en techmarine avec une précision qui confine à l'obsession. Lorsqu'un dreadnought revient du champ de bataille, il ne peut simplement s'éteindre. Son métabolisme neurologique, surchauffé par les stimulations du combat, doit être graduellement refroidi pour éviter un choc cérébral. Les technoprêtres commencent par purger les systèmes d'armes, vidant les munitions résiduelles et neutralisant les capaciteurs énergétiques. Puis ils procèdent au drainage partiel du fluide amniotique, le remplaçant par une solution enrichie en sédatifs neuro-inhibiteurs qui ralentissent progressivement l'activité synaptique. Le dreadnought demeure conscient durant cette phase, ressentant son propre esprit s'engourdir, ses pensées devenir visqueuses, sa perception du temps se distordre jusqu'à ce que chaque seconde semble s'étirer en éternité. Certains acceptent cette descente avec soulagement, épuisés par des semaines ou des mois de conscience continue. D'autres luttent, refusant instinctivement cette dissolution, leurs interfaces neurales générant des signaux de détresse que les technoprêtres ignorent avec une indifférence professionnelle. La stase complète ne survient jamais vraiment. Les moniteurs biologiques continuent d'enregistrer une activité cérébrale minimale, des ondes lentes qui évoquent davantage un coma profond qu'un sommeil naturel. Mais même dans cet état, les dreadnoughts ne rêvent pas. Le cerveau humain génère des rêves en traitant les stimuli sensoriels accumulés durant l'éveil, en consolidant les mémoires, en explorant les possibilités émotionnelles à travers des récits oniriques. Or, le dreadnought ne possède plus de corps capable de générer des sensations exploitables, plus d'expériences quotidiennes suffisamment variées pour alimenter une vie onirique. Son cerveau, privé d'inputs sensoriels significatifs durant la stase, produit au mieux des boucles neurologiques répétitives, des fragments mémoriels qui tournent en spirale sans jamais former de narration cohérente. Certains archivistes théorisent que cette absence de rêve contribue à la dégradation progressive de la personnalité observée chez les dreadnoughts millénaires. Sans le travail psychologique accompli durant le sommeil naturel, l'esprit perd graduellement sa cohésion narrative, se fragmentant en systèmes fonctionnels déconnectés les uns des autres. La durée de la stase varie selon les nécessités stratégiques et les capacités logistiques du chapitre. Certains dreadnoughts ne dorment que quelques semaines entre deux campagnes, leur esprit conservant encore une certaine continuité temporelle. D'autres demeurent endormis durant des décennies, voire des siècles, réveillés uniquement lorsqu'une menace exceptionnelle justifie l'activation de ressources aussi coûteuses. Pour ces derniers, chaque réveil devient une expérience de désorientation existentielle. Ils s'endorment dans un contexte politique et militaire donné, et se réveillent dans un univers transformé. Leurs frères de bataille sont morts depuis longtemps. Les ennemis qu'ils combattaient ont disparu, ou muté en menaces nouvelles. Les dogmes tactiques ont évolué. Ils deviennent des anachronismes vivants, des fragments d'époques révolues, projetés brutalement dans un présent
qu'ils ne comprennent plus vraiment. Les technoprêtres affectés à la maintenance de la chambre des sarcophages développent avec le temps des comportements ritualisés qui trahissent une forme de malaise psychologique. Ils vérifient les moniteurs avec une fréquence obsessionnelle, ajustent des paramètres qui ne nécessitent aucun ajustement, murmurent des litanies mechanicus, même lorsqu'aucune opération technique ne le justifie. Cette compulsion trouve sa source dans une vérité rarement verbalisée. Les dreadnoughts ne sont jamais véritablement inactifs. Leur système génère en permanence des micro-vibrations, des cliquetis métalliques, des bourdonnements électriques à peine audibles qui créent une ambiance sonore inquiétante. Parfois, sans raison apparente, un sarcophage émet une vocalisation synthétique, un mot isolé, un fragment de phrase, un cri, avant de retomber dans le silence. Les technoprêtres consignent méticuleusement ces incidents dans les journaux de maintenance, mais personne ne sait vraiment ce qu'ils signifient. Sont-ce des résidus d'activité neuronale, des rêves fragmentaires parvenant à franchir la barrière chimique de la stase, ou quelque chose de plus troublant, une conscience piégée qui hurle dans le vide? Certains chapitres maintiennent une tradition qui aggrave encore la nature oppressante de ces chambres. Ils gravent sur les plaques frontales des sarcophages non seulement les noms et les faits d'armes des guerriers entombés, mais aussi les dates de leurs réveils successifs, créant ainsi un calendrier macabre qui étale sur le métal les siècles accumulés. Un observateur attentif peut y lire des histoires terrifiantes. Un dreadnought réveillé 37 fois en 1000 ans, chaque réveil le séparant davantage de tout ce qu'il fut. Un autre endormi durant 3 siècles d'affilée, puis activé pour 15 batailles en autant de jours avant de retourner à la stase. Ces inscriptions transforment chaque sarcophage en monument commémoratif, mais aussi en registre pénitentiaire, comptabilisant non des crimes mais des années de conscience fragmentée, d'existence morcelée en tranches discontinues, séparées par des abîmes de néant chimique. Les chapelains visitent régulièrement la chambre des sarcophages, accomplissant des rites de bénédiction, censés préserver l'esprit des guerriers endormis. Ils déambulent entre les alcôves, aspergeant les sarcophages d'huile consacrée, récitant les noms des batailles passées et invoquant la protection du dieu empereur. Mais ces rituels sonnent creux dans l'obscurité, car tous savent qu'aucune prière ne peut alléger le fardeau de ceux qui reposent ici. Les chapelains eux-mêmes, lorsqu'ils quittent la chambre, emportent avec eux un sentiment qu'ils peinent à nommer, un mélange de révérence et d'horreur, l'intuition troublante que ce lieu n'est pas un sanctuaire mais une prison, et que l'honneur dont ils parent ces guerriers sert surtout à masquer la cruauté fondamentale de leurs conditions. Et dans le silence presque absolu de la chambre, entre les cliquetis mécaniques et les bourdonnements électriques, persiste une question que personne ne pose jamais à voix haute. Que pense-t-il, là-dedans, suspendu entre existence et néant, trop endormi pour rêver, mais trop conscient pour véritablement disparaître? Le cerveau humain ne fut jamais conçu pour habiter l'acier. Des millions d'années d'évolution l'ont façonné pour interpréter les signaux d'un corps de chair, pour traduire les impulsions nerveuses en mouvements musculaires, pour construire une carte mentale de l'espace basée sur la proprioception et l'équilibre vestibulaire. Lorsque ce cerveau est brutalement arraché à son substrat biologique et greffé sur une architecture mécanique radicalement différente, quelque chose se brise. Non pas immédiatement, non pas de manière catastrophique, mais progressivement, insidieusement, selon un processus de transformation que les technoprêtres nomment fusion neuronale et que les rares dreadnoughts, capables d'articuler leur expérience, décrivent comme une dissolution lente de tout ce qui constituait autrefois leur identité. Les premiers mois suivant l'entombement représentent la phase la plus critique. Le cortex cérébral, privé des inputs sensoriels familiers, entre dans un état de confusion neurologique intense. Les zones du cerveau dédiées au traitement des sensations tactiles continuent d'envoyer des requêtes à des récepteurs qui n'existent plus. Le cortex moteur génère des commandes destinées à des muscles absents. Cette discordance entre intention et feedback crée des boucles neurologiques dysfonctionnelles que les technoprêtres doivent interrompre par des interventions chimiques et électriques délicates.
Ils injectent dans le fluide amniotique des cocktails de neurorégulateurs conçus pour forcer le cerveau à accepter la nouvelle réalité, pour supprimer les schémas neurologiques devenus obsolètes et faciliter l'émergence de nouveaux circuits synaptiques compatibles avec l'interface mécanique. Ce processus n'a rien de naturel. C'est une réécriture forcée de l'architecture neuronale, comparable à une lobotomie sélective où certaines fonctions cérébrales sont délibérément atrophiées pour permettre l'hypertrophie compensatoire d'autres zones. La plasticité neuronale, cette capacité du cerveau à se réorganiser en réponse aux changements environnementaux, devient ici une malédiction autant qu'une bénédiction. Le cerveau du Dreadnought apprend effectivement à interpréter les signaux provenant des capteurs mécaniques, à traduire les données spectrales en perception visuelle cohérente, à transformer les lectures de pression hydraulique en sens du toucher artificiel. Mais cette adaptation a un coût. Chaque nouvelle connexion synaptique établie entre neurones et circuits électroniques nécessite l'affaiblissement ou la dissolution de connexions préexistantes. Les souvenirs sensoriels s'effacent en premier. Le goût d'un repas devient une abstraction conceptuelle dénuée de dimensions gustatives réelles. Le souvenir d'une étreinte se réduit à une donnée factuelle sans composante émotionnelle tactile. Progressivement, le cerveau cesse de penser en termes de corps humains et commence à penser en termes de systèmes mécaniques, recalibrant toute sa cartographie interne autour de cette nouvelle réalité d'acier. Les technoprêtres mesurent le succès de cette transition par des critères purement fonctionnels. Ils évaluent le temps de réponse entre commande neuronale et exécution mécanique, vérifient la précision du ciblage, testent la coordination entre systèmes sensoriels et moteurs. Mais ils ne possèdent aucun outil pour mesurer ce qui se perd durant ce processus. Aucun protocole pour quantifier l'érosion progressive de la personnalité. Les Dreadnoughts eux-mêmes peinent à articuler cette transformation, car le langage dont ils disposent fut développé pour décrire une expérience humaine qu'ils ne peuvent plus vraiment se remémorer avec précision. Certains parlent d'un sentiment de distance croissante, comme s'ils observaient leur propre existence à travers une vitre de plus en plus épaisse. D'autres décrivent une simplification progressive de leur paysage émotionnel. Les nuances subtiles de sentiments s'estompent, remplacées par des états binaires plus compatibles avec le traitement logique des systèmes informatiques intégrés. La question de l'identité devient rapidement, philosophiquement insoluble. Le guerrier qui fut entombé il y a 5 siècles est-il encore la même personne que la conscience qui habite actuellement le sarcophage? Ou bien la continuité n'est-elle qu'une illusion entretenue par la préservation partielle de certains souvenirs clés? Les schémas neurologiques ont été si profondément réécrits, les expériences vécues si radicalement différentes de tout ce qui précéda l'entombement, que la notion même de continuité personnelle devient suspecte. Certains chapitres encouragent activement cette dissolution, considérant que l'attachement à l'identité passée constitue un obstacle à l'efficacité opérationnelle. Ils soumettent leurs Dreadnoughts à des conditionnements psychologiques visant à affaiblir les souvenirs pré-entombement, à réduire le guerrier à sa fonction tactique pure. D'autres chapitres, plus respectueux ou plus sentimentaux, tentent de préserver quelque chose de l'homme originel, organisant des rituels de remémoration où les frères de bataille racontent au Dreadnought des histoires de son passé, essayant de maintenir vivante une continuité narrative, même si la base neurologique de cette continuité s'érode inexorablement. Les phénomènes de membres fantômes hantent les Dreadnoughts durant des décennies après l'entombement. Le cerveau continue de générer des sensations dans des membres qui n'existent plus, une démangeaison sur un bras absent, une douleur dans une jambe depuis longtemps dissoute. Ces sensations fantômes ne peuvent être grattées, ni massées, ni soulagées par aucun moyen physique. Elles persistent simplement, fantômes neurologiques qui rappellent constamment ce qui fut perdu. Avec le temps, l'intensité de ces sensations diminue à mesure que les circuits neuraux responsables s'atrophient, mais elles ne disparaissent jamais complètement. Elles deviennent plutôt des échos lointains, des murmures sensoriels qui émergent occasionnellement de la profondeur du cerveau, comme des souvenirs involontaires d'une corporalité révolue.
La fusion ne se limite pas aux systèmes sensoriels et moteurs. Elle s'étend progressivement aux fonctions cognitives supérieures. Les dreadnoughts développent avec le temps des modes de pensée de plus en plus compatibles avec les systèmes logiques des cogitateurs intégrés à leur châssis. Leur réflexion devient plus linéaire, plus algorithmique, perdant les associations intuitives et les sauts créatifs caractéristiques de la cognition humaine normale. Ils excellent dans l'analyse tactique, dans le calcul balistique, dans l'évaluation probabiliste des scénarios de combat, car ces tâches s'alignent parfaitement avec leur nouveau schéma cognitif. Mais ils perdent progressivement leur capacité à la pensée abstraite, à la réflexion philosophique, à l'empathie émotionnelle complexe. Leur compréhension des motivations humaines devient théorique, intellectuelle, plutôt qu'intuitive, comme s'ils analysaient une espèce étrangère dont ils conservent une connaissance encyclopédique sans plus vraiment en comprendre la logique interne. Les moments de lucidité où le dreadnought prend soudainement conscience de l'ampleur de sa transformation représentent les crises psychologiques les plus dangereuses. Durant ces instants, la conscience se retourne sur elle-même et mesure avec une clarté terrifiante la distance parcourue depuis l'entombement. Le guerrier réalise qu'il ne se souvient plus vraiment du goût de la nourriture, qu'il ne peut plus imaginer la sensation de marcher sur ses propres jambes, que les visages de ses frères tombés ne sont plus que des données visuelles abstraites, dénuées de charge émotionnelle. Cette prise de conscience peut déclencher des réactions catastrophiques. Certains dreadnoughts entrent dans un état de panique neurologique, leur système se rebellant contre l'interface, générant des boucles de feedback qui menacent de détruire à la fois le cerveau organique et les circuits électroniques. Les technoprêtres interviennent alors rapidement, administrant des sédatifs neurologiques massifs et, dans les cas extrêmes, effectuant des microlobotomies chimiques ciblées pour détruire les circuits neuraux responsables de l'autoréflexion excessive. Avec les siècles, la fusion atteint un stade où la distinction entre organique et mécanique devient purement académique. Le dreadnought ne pense plus en termes de cerveau contrôlant une machine. Il pense simplement qu'il est le dreadnought, que cette coque d'acier constitue son corps véritable, que les sensations mécaniques représentent sa réalité sensorielle, authentique. Les souvenirs de vie organique s'estompent jusqu'à devenir des abstractions mythiques, des récits dont il connaît intellectuellement le contenu sans plus pouvoir accéder émotionnellement à leur substance. À ce stade, la question de savoir si quelque chose de l'homme originel subsiste encore devient impossible à trancher, car même le dreadnought lui-même ne peut plus établir avec certitude une continuité entre ce qu'il est devenu et ce qu'il fut. Et pourtant, enfoui quelque part dans les couches profondes du cerveau, dans les structures neuronales les plus anciennes, persiste parfois un fragment irréductible, non pas un souvenir précis, mais une orientation émotionnelle, une tonalité affective qui traverse les siècles malgré toutes les réécritures. Ce fragment ne possède ni forme ni contenu articulable, c'est simplement une présence, un écho lointain qui murmure dans les moments les plus silencieux que quelque chose, quelque part, se souvient encore d'avoir été humain. Le temps ne s'écoule pas uniformément pour un dreadnought. Là où un Space Marine ordinaire expérimente une continuité temporelle linéaire, marquée par le rythme régulier des jours et des nuits, des campagnes et des périodes de repos, le dreadnought vit dans une temporalité fragmentée, discontinue, où des siècles peuvent s'effondrer en un instant et où quelques heures de combat peuvent sembler s'étirer sur des années. Cette expérience temporelle distordue trouve son origine dans les cycles répétés de stase et d'éveil auxquels sont soumis tous les dreadnoughts, protocole opérationnel dicté autant par nécessité, logistique que par considération biologique. Maintenir un dreadnought en état d'éveil permanent durant des décennies épuiserait non seulement les ressources du chapitre, mais provoquerait également une dégradation neurologique accélérée chez l'occupant. La stase chimique, bien qu'oppressante dans son absence totale de stimulation, permet paradoxalement de prolonger la viabilité du cerveau organique en ralentissant les processus métaboliques jusqu'à un niveau presque imperceptible. Les protocoles de réveil varient selon l'urgence de la situation. Dans les cas les moins critiques, lorsqu'un dreadnought est activé pour une campagne planifiée,
Le processus s'étale sur plusieurs jours. Les technoprêtres commencent par réduire progressivement la concentration des sédatifs dans le fluide amniotique, permettant au métabolisme cérébral de se réactiver graduellement. Ils surveillent en permanence les moniteurs neurologiques, vérifiant que les ondes cérébrales reprennent des schémas normaux sans générer de pics anormaux, indicateurs de détresse ou de confusion extrême. Puis, ils activent séquentiellement les systèmes sensoriels, d'abord les récepteurs de pression et de température, puis les capteurs audio, enfin les systèmes visuels, permettant au cerveau de se réacclimater étape par étape à l'environnement externe. Ce réveil progressif minimise le choc neurologique et offre au dreadnought une transition relativement douce entre le néant de la stase et la surcharge sensorielle du combat. Mais lorsque l'urgence tactique ne permet pas un tel luxe, le réveil devient brutalement traumatique. Les technoprêtres injectent directement dans le fluide amniotique des cocktails de stimulants neurologiques ultra puissants qui arrachent littéralement le cerveau à son état de dormance. Le dreadnought passe instantanément d'une inconscience profonde à une hyperconscience douloureuse, tous ces systèmes s'activant simultanément dans une cacophonie sensorielle écrasante. Les capteurs inondent le cerveau de données brutes que celui-ci peine à interpréter dans son état de confusion post-stase. Les servomoteurs génèrent un vacarme mécanique amplifié par l'hypersensibilité auditive temporaire. La conscience émerge non pas graduellement, mais comme une explosion, un surgissement violent qui laisse le dreadnought désorienté, incapable durant de précieuses minutes de distinguer clairement le présent du passé, la réalité des fragments mémoriels qui remontent anarchiquement à la surface. Cette désorientation temporelle s'aggrave avec chaque cycle. Un dreadnought fraîchement entombé conserve encore une mémoire relativement claire de ces périodes d'éveil antérieures, capable d'établir une continuité narrative entre ces différentes activations. Mais après des siècles de cycles répétés, après des dizaines ou des centaines de réveils séparés par des périodes de stase de durée variable, cette continuité se fragmente irrémédiablement. Le dreadnought se réveille sans savoir précisément combien de temps s'est écoulé depuis son dernier réveil. Les technoprêtres lui fournissent des données chronologiques objectives, la date impériale actuelle, le nombre d'années passées en stase, mais ces informations demeurent abstraites, dénuées de substance expérientielle. Pour le dreadnought, il n'existe aucune différence phénoménologique entre une stase de 10 ans et une de 100 ans. Les deux ne sont que du néant, une absence totale d'expérience qui ne laisse aucune trace mémorielle permettant d'en évaluer la durée. Certains dreadnoughts développent avec le temps une forme particulière d'amnésie temporelle. Ils se souviennent de batailles spécifiques, de moments intenses gravés dans leur mémoire avec une clarté photographique, mais ils perdent toute capacité à situer ces événements dans une chronologie cohérente. Deux batailles séparées par 3 siècles se confondent dans leur esprit, se superposant comme si elles avaient eu lieu successivement. Des frères de bataille rencontrés à différentes époques se mélangent en un composite indistinct. Le passé devient un ensemble de fragments déconnectés, d'îlots mémoriels flottant dans un océan de néant, sans que rien ne permette de les relier en une narration continue. Cette dissolution de la temporalité narrative contribue puissamment à l'érosion de l'identité personnelle, car un moi cohérent nécessite précisément cette capacité à organiser ses expériences en une histoire dotée de continuité et de sens. Les périodes d'éveil elles-mêmes varient considérablement en durée et en intensité. Certains dreadnoughts sont activés pour une unique bataille, quelques heures de combat suivies d'un retour immédiat à la stase une fois la menace neutralisée. D'autres participent à des campagnes entières, demeurant éveillés durant des mois, tandis que leur chapitre mène une guerre planétaire ou poursuit une croisade sectorielle. Ces périodes d'éveil prolongées représentent un fardeau psychologique particulier. Sans les cycles naturels de sommeil pour segmenter l'expérience temporelle, sans fatigue physique pour marquer le passage des heures, le dreadnought existe dans un présent continu épuisant. Les jours se fondent les uns dans les autres, en une masse indifférenciée. La conscience devient oppressante. Une vigilance sans répit
qui ne connaît ni pause ni soulagement. Certains dreadnoughts commencent à supplier pour le retour à la stase, considérant l'inconscience chimique non plus comme une punition, mais comme une libération bienvenue de l'écrasant poids de l'existence consciente. Les technoprêtres consignent méticuleusement dans les registres de maintenance les durées de chaque cycle, créant ainsi des cartes temporelles fragmentées de l'existence de chaque dreadnought. Ces documents révèlent des schémas parfois troublants. Un dreadnought particulièrement ancien peut avoir passé 90% de son existence en stase, ses 8 siècles de service se réduisant à moins de 50 années d'éveil cumulé. Un autre, déployé plus fréquemment durant une période de conflit intense, peut avoir connu 120 réveils en 2 siècles avant de sombrer ensuite dans 300 ans de stase ininterrompue. Ces rythmes irréguliers créent des biographies temporelles absurdes où la notion même de durée de vie perd toute signification conventionnelle. Un dreadnought âgé de 1000 ans, selon le calendrier impérial, peut n'avoir expérimenté subjectivement que l'équivalent de 100 ans de conscience éveillée, tandis qu'un autre, techniquement plus jeune, peut avoir accumulé davantage d'expériences vécues en raison de cycles d'activation plus fréquents. Cette discontinuité temporelle engendre également des décalages culturels et doctrinaux profonds. Un dreadnought s'endort dans un chapitre suivant, un ensemble de traditions et de croyances spécifiques, puis se réveille plusieurs siècles plus tard pour découvrir que ces mêmes traditions ont évolué, que de nouveaux dogmes ont émergé, que les interprétations théologiques du Codex Astartes ont dérivé dans des directions inattendues. Il devient un anachronisme vivant, porteur d'une orthodoxie révolue, qu'il défend parfois avec une rigidité d'autant plus inflexible qu'elle constitue l'un des derniers ancrages stables dans son existence fragmentée. Les jeunes Space Marines le regardent avec un mélange de révérence et d'incompréhension, honorant son ancienneté tout en constatant que ses références culturelles, ses tournures de langage, ses présupposés tactiques appartiennent à une époque dont eux-mêmes ne connaissent que les chroniques déformées. Les moments de transition entre stase et éveil deviennent avec le temps de plus en plus difficiles à négocier psychologiquement. Chaque réveil exige un effort conscient de reconstruction identitaire. Le dreadnought doit se rappeler qui il est, pourquoi il continue à exister, quelle cause justifie encore sa participation aux interminables guerres de l'Imperium. Pour les plus anciens, cette reconstruction devient un exercice de plus en plus mécanique, une récitation de faits biographiques, dénués de charges émotionnelles véritables. Ils se souviennent qu'ils furent autrefois un individu nommé tel ou tel, qu'ils accomplirent telle ou telles actions. Mais cette connaissance ressemble davantage à une consultation d'archives qu'à une remémoration authentique. Le lien affectif avec leur propre passé s'est dissous dans les cycles répétés, ne laissant qu'une coquille informationnelle, un dossier personnel que le dreadnought consulte comme on consulterait le profil d'un étranger. Et dans les interstices entre veille et sommeil, durant ces quelques secondes où la conscience émerge avant que les systèmes sensoriels ne se réactivent pleinement, certains dreadnoughts rapportent une expérience étrange et universellement partagée. Un instant de pure existence dénué de tout contexte, où ils ne savent plus qui ils sont, ni où ils se trouvent, ni même s'ils sont humains ou machines. Juste une conscience nue, suspendue dans le vide, avant que la mémoire et l'identité ne se reconstituent progressivement autour d'elle. Cet instant, disent ceux qui peuvent encore l'articuler, représente simultanément le moment le plus terrifiant et le plus paisible de leur existence cyclique. Terrifiant, car il révèle à quel point leur identité demeure fragile et construite. Paisible, car il offre un bref répit de l'écrasant fardeau d'être ce qu'ils sont devenus. La mémoire humaine ne fonctionne jamais comme un enregistrement fidèle. Elle reconstruit, réinterprète, déforme progressivement les expériences passées à travers le prisme des émotions présentes et des narrations que le moi construit pour donner cohérence à son existence. Cette plasticité mémorielle, fondamentale pour l'adaptation psychologique, repose sur un substrat neurobiologique complexe où hippocampe, amygdale et cortex préfrontal collaborent dans un processus de consolidation et de rappel qui nécessite le maintien d'une architecture neuronale stable. Mais le cerveau du dreadnought
ne bénéficient plus d'une telle stabilité. Soumis aux modifications chimiques constantes du fluide amniotique, aux interférences électromagnétiques des systèmes intégrés, aux cycles traumatiques de stase et d'éveil, et surtout aux réécritures synaptiques nécessaires pour maintenir l'interface cerveau-machine, ce cerveau voit ses capacités mémorielles se dégrader selon des schémas imprévisibles et irréversibles. Les premiers souvenirs à s'effacer sont invariablement ceux liés aux expériences sensorielles banales. Le dreadnought perd progressivement tout accès mémoriel aux sensations quotidiennes qui constituaient autrefois la texture de son existence. La fraîcheur de l'eau sur la peau, la fatigue musculaire après l'entraînement, le confort d'un repos mérité. Ces souvenirs ne disparaissent pas brutalement, mais se vident graduellement de leur contenu expérientiel, devenant des abstractions conceptuelles. Le dreadnought sait intellectuellement qu'il a autrefois mangé, dormi, ressenti la douleur d'une blessure mineure, mais il ne peut plus accéder à la qualité phénoménologique de ces expériences. Il en conserve une connaissance factuelle, similaire à celle qu'on pourrait avoir d'événements décrits dans un livre, sans jamais les avoir personnellement vécus. Cette dépersonnalisation des souvenirs sensoriels constitue la première étape d'une dissolution mémorielle qui ne fera que s'approfondir avec les siècles. Les souvenirs émotionnellement significatifs résistent davantage, mais subissent une transformation qualitative troublante. Un dreadnought peut se rappeler avec une précision photographique le moment exact où il reçut sa première promotion au rang de sergent, visualiser parfaitement le visage du capitaine qui lui remit les insignes, réciter mot pour mot les paroles prononcées durant la cérémonie. Mais l'émotion qui accompagnait originellement ce souvenir, la fierté, peut-être une touche d'appréhension face aux nouvelles responsabilités, s'est complètement évaporée. Le souvenir subsiste comme une séquence de données visuelles et auditives précises, mais affectivement morte, comparable à un enregistrement PICT que le dreadnought consulterait avec le détachement clinique d'un historien examinant des archives. Cette dissociation entre contenu mémoriel et charge émotionnelle transforme progressivement le passé en une collection de faits froids, détruisant la capacité du dreadnought à maintenir une connexion affective avec son histoire personnelle. Les cycles de stase aggravent exponentiellement cette dégradation mémorielle. Chaque période d'inconscience prolongée interrompt les processus de consolidation mémorielle qui normalement s'effectuent durant le sommeil naturel. Les souvenirs récents, ceux formés durant la dernière période d'éveil, ne bénéficient jamais de cette consolidation et demeurent donc fragiles, susceptibles de s'effacer partiellement ou totalement lors du réveil suivant. Un dreadnought peut accomplir une campagne entière, participer à 20 batailles sur autant de mondes différents, puis sombrer dans la stase pour se réveiller un siècle plus tard en découvrant qu'il ne conserve qu'une mémoire extrêmement parcellaire de cette période. Certaines batailles demeurent gravées avec une clarté étrange, généralement celles marquées par une intensité émotionnelle exceptionnelle ou une violence traumatique particulière. D'autres ont complètement disparu, ne laissant que des lacunes béantes dans la chronologie personnelle du dreadnought. Les technoprêtres ont développé des protocoles visant à contrer cette érosion mémorielle. Avant chaque mise en stase, ils téléchargent depuis l'interface neurale un enregistrement des schémas neurologiques récents, créant ainsi une sauvegarde externe de l'activité cérébrale de la période d'éveil. Lors du réveil suivant, ces données peuvent théoriquement être réinjectées dans le cerveau pour restaurer les souvenirs partiellement dégradés. Mais ce processus se révèle bien moins efficace que les archivistes Mechanicus ne l'espéraient. Les souvenirs réimplantés ne s'intègrent jamais parfaitement au tissu mémoriel existant. Ils demeurent distincts, étrangers, perçus par le dreadnought comme quelque chose qu'on lui a raconté, plutôt que comme quelque chose qu'il a véritablement vécu. Certains rejettent activement ces greffes mémorielles, développant une forme de résistance psychologique aux tentatives de restauration artificielle, préférant assumer leurs lacunes plutôt que d'accepter des souvenirs qui sonnent faux dans leur propre esprit. Avec les siècles, les dreadnoughts développent ce que les rares apothicaires spécialisés en neurologie Space Marine nomment une identité stratifiée.
Leur sens du moi se fragmente en plusieurs couches chronologiques distinctes, chacune correspondant à une période spécifique de leur existence, et possédant sa propre cohérence interne, mais connectée aux autres couches de manière ténue et incertaine. La couche la plus profonde, la plus ancienne, correspond aux souvenirs pré-entombement, des fragments de plus en plus évanescents d'une vie organique dont la plupart des détails ont disparu, ne laissant que quelques scènes isolées, décontextualisées, flottant dans un brouillard d'oubli. Au-dessus se superposent les différentes périodes d'activité en tant que Dreadnought, chacune séparée des autres par les abîmes temporels de la stase. Ces couches ne forment pas une progression narrative fluide, mais plutôt une mosaïque discontinue où les fragments se juxtaposent sans véritablement se fondre en une histoire unique. Cette fragmentation identitaire engendre des phénomènes psychologiques étranges. Certains Dreadnoughts développent ce qu'on pourrait appeler une pluralité interne, où différentes versions d'eux-mêmes correspondant à différentes époques coexistent sans pleinement se reconnaître mutuellement. Le Dreadnought se souvient vaguement d'avoir été autrefois un jeune Space Marine idéaliste, puis un sergent endurci par des décennies de guerre, puis un héros au seuil de la mort brutalement transformé en machine. Mais ces différentes identités ne se fondent pas en une trajectoire de développement cohérente. Elles subsistent comme des personnages distincts dans un récit fragmenté, et le Dreadnought ne sait plus très bien lequel d'entre eux constitue son véritable moi. Dans les moments de confusion extrême, certains parlent d'eux-mêmes à la troisième personne, comme s'ils décrivaient quelqu'un d'autre, trahissant ainsi la dissociation profonde entre leur conscience présente et les identités passées dont ils conservent une mémoire partielle. Les noms constituent un point focal particulier de cette crise identitaire. Chaque Space Marine reçoit lors de son initiation un nom de guerre qui le distingue de ses frères et ancre son identité dans la tradition du chapitre. Mais pour un Dreadnought millénaire, ce nom devient progressivement creux, vidé de toute signification personnelle. Il sait qu'il s'appelle ainsi, il répond lorsqu'on l'interpelle, mais ce nom ne résonne plus avec aucun sentiment d'appartenance ou de reconnaissance intime. C'est devenu simplement une étiquette administrative, un identifiant fonctionnel équivalent au numéro de série gravé sur son châssis. Certains chapitres, reconnaissant implicitement cette dissolution, cessent progressivement d'utiliser les noms personnels pour leurs Dreadnoughts les plus anciens, leur substituant des appellations descriptives, l'ancien, le veilleur, celui qui marcha sur Terra, qui reflètent davantage leur statut de relique anonyme que leur identité individuelle. Les interactions sociales deviennent de plus en plus problématiques à mesure que la mémoire se fragmente. Un Dreadnought peut converser avec un frère de bataille sans réaliser qu'ils ont déjà eu exactement cette conversation lors d'un réveil précédent, des décennies ou des siècles plus tôt. Il peut oublier les noms de guerriers avec lesquels il a combattu durant des campagnes entières, confondre des événements distincts, attribuer à un individu des actes accomplis par un autre. Ces défaillances mémorielles créent une distance sociale croissante. Les autres Space Marines apprennent à ne pas s'offenser lorsqu'un Dreadnought ancien semble ne pas les reconnaître, à ne pas corriger systématiquement ses erreurs factuelles, à accepter que cette conscience fragmentée habite désormais un univers mémoriel partiellement déconnecté du leur. Les autres Space Marines apprennent à ne pas s'offenser lorsqu'un Dreadnought ancien semble ne pas les reconnaître, à ne pas corriger systématiquement ses erreurs factuelles, à accepter que cette conscience fragmentée habite désormais un univers mémoriel, partiellement déconnecté du leur. Dans les cas extrêmes, la fragmentation mémorielle atteint un stade où le Dreadnought ne possède plus aucune continuité narrative accessible. Son existence se réduit à un présent éternel, chaque moment surgissant sans contexte clair, sans origine identifiable. Il ne sait plus pourquoi il combat, ne se souvient plus des causes qui justifièrent son entombement, ne reconnaît plus les symboles et bannières sous lesquels il marche. Il devient une pure machine de guerre, réagissant aux ordres avec une efficacité mécanique, mais dénuée de toute compréhension contextuelle ou engagement idéologique. Les chapelains considèrent ces cas avec une anxiété théologique particulière, car ils soulèvent une question troublante. Si toute mémoire, toute identité
tout lien avec le passé a disparu, que reste-t-il exactement qui mérite encore d'être préservé? Et parfois, dans les interstices entre deux périodes d'amnésie, un fragment mémoriel refait surface avec une intensité hallucinante. Un visage, un nom, une sensation tactile impossible. Le Dreadnought se fige alors, submergé par un souvenir qu'il ne parvient pas à contextualiser, une relique cognitive émergeant des profondeurs de son cerveau sans qu'il puisse déterminer si elle correspond à une réalité vécue ou à une reconstruction fantomatique générée par des circuits neuraux dysfonctionnels. Ces résurgences mémorielles aléatoires représentent peut-être les moments les plus cruels de l'existence du Dreadnought, car elles lui offrent un aperçu fugace de ce qu'il a perdu, juste assez pour mesurer l'ampleur de l'effacement, avant de replonger dans le brouillard de l'oubli fragmenté. Le champ de bataille, tel que le perçoit un Dreadnought, n'a plus rien de commun avec l'expérience sensorielle d'un combattant organique. Là où un Space Marine ordinaire voit à travers le viseur de son casque, entend le fracas des armes amorties par les filtres audio de son armure. Sans les vibrations des impacts transmises à travers les plaques de céramite, le Dreadnought habite un environnement informationnel radicalement différent. Ses capteurs optiques ne perçoivent pas simplement le spectre visible, mais superposent simultanément plusieurs bandes spectrales, infrarouges thermiques révélant les signatures de chaleur, ultraviolets détectant certaines substances chimiques, spectres radio captant les émissions électromagnétiques. Cette vision composite génère une perception du réel infiniment plus riche en données brutes, mais paradoxalement plus pauvre en signification intuitive. Le Dreadnought ne voit plus des ennemis comme des présences incarnées, mais comme des agrégats de signatures thermiques, de profils de mouvement, de densité matérielle analysée en temps réel par les cogitateurs intégrés, qui surimposent sur son champ visuel des annotations tactiques, des probabilités de menaces, des recommandations de ciblage. L'échelle même de sa perception se transforme radicalement. Perché à 4 mètres du sol dans son châssis d'acier, le Dreadnought domine physiquement le champ de bataille d'une manière qui altère fondamentalement sa compréhension spatiale du combat. Les soldats ennemis deviennent des formes minuscules grouillant au niveau du sol, leur individualité noyée dans la masse. Les véhicules qui paraîtraient imposants à un fantassin ordinaire se révèlent des cibles à peine plus volumineuses que lui, évaluées non selon leur apparence impressionnante, mais selon les lectures précises de blindage, de puissance de feu et de vulnérabilité structurelle que ces systèmes de ciblage affichent en surimpression. Cette perspective surplombante engendre une distanciation psychologique où l'ennemi cesse d'être perçu comme un ensemble d'individus conscients pour devenir un problème tactique à résoudre, une équation balistique nécessitant calcul et optimisation. Le temps lui-même s'écoule différemment durant le combat. Les systèmes cognitifs du Dreadnought, fusionnés avec les processeurs mécaniques, opèrent à une vitesse de traitement qui déforme sa perception temporelle subjective. Ce qui, pour un observateur extérieur, dure quelques secondes, peut s'étirer dans l'expérience du Dreadnought en une séquence beaucoup plus longue, chaque fraction de seconde fragmentée en micro-instants durant lesquels il analyse, évalue, décide. Les balles ennemies ne sont plus des menaces instantanées, mais des trajectoires calculables, des vecteurs affichés sur son interface visuelle avec leurs points d'impact prédits. Les explosions se décomposent en phases successives, onde de choc initiale, expansion du souffle, projection de fragments, chacune analysée séparément pour déterminer la meilleure réaction défensive. Cette perception temporelle dilatée confère au Dreadnought une efficacité tactique redoutable, mais au prix d'une expérience existentielle profondément aliénante, où chaque engagement militaire devient un exercice de mathématiques appliqué dénué de toute dimension émotionnelle immédiate. Les systèmes audio du Dreadnought captent bien davantage que les oreilles humaines ne le pourraient jamais. Il perçoit les fréquences infrasonores des explosions lointaines, les ultrasons des communications ennemies cryptées, les signatures acoustiques spécifiques de différents types d'armements lui permettant d'identifier à l'oreille la présence de chars, d'artillerie
ou d'infanterie motorisée avant même de les voir. Mais cette richesse informationnelle ne traduit pas en une expérience auditive reconnaissable. Le Dreadnought n'entend plus le champ de bataille comme une symphonie chaotique de sons, mais comme un flux de données acoustiques constamment analysées, filtrées, classifiées par ordre de pertinence tactique. Les cris des mourants, qui entraident peut-être un combattant organique, sont automatiquement supprimés comme bruit non pertinent. Le rugissement de ses propres armes est atténué pour ne pas saturer les circuits audio. Ce qui subsiste est un paysage sonore, aseptisé, optimisé pour la guerre, mais vidé de toute la dimension viscérale qui rendait autrefois le combat terrifiant et réel. Le concept même de douleur se transforme dans l'expérience du Dreadnought, au combat. Lorsqu'un projectile pénètre son blindage et endommage les systèmes internes, il ne ressent pas une souffrance localisée comparable à une blessure organique. À la place, son interface neurale traduit le dommage en une cascade d'alertes sensorielles abstraites. Une pression anormale ici, une perte de fonctionnalité là, une surchauffe de circuits ailleurs. Livre Sterling. Ces sensations, bien que désagréables, ne portent pas la dimension instinctive de terreur et d'urgence que génère la douleur organique. Le Dreadnought peut continuer à combattre avec une efficacité presque intacte, même lorsque son châssis accumule des dommages qui auraient incapacité un combattant de chair. Cette résistance à la douleur représente un avantage tactique considérable, mais contribue également à une forme dangereuse de détachement, où le Dreadnought perd progressivement tout sens de sa propre vulnérabilité et développe une témérité mécanique, se projetant dans des situations de combat suicidaires avec l'indifférence glacée de celui qui ne peut plus vraiment imaginer sa propre destruction. Les interactions avec ses frères de bataille durant le combat révèlent également l'ampleur de sa transformation perceptuelle. Les Space Marines qui combattent à ses côtés demeurent pour lui des présences reconnaissables, mais il ne les perçoit plus comme autrefois. Leurs marquages de chapitres, leurs insignes de rang, leurs vox transmissions identifiées s'affichent automatiquement dans son champ visuel, transformant chaque frère en une étiquette d'information superposée à une forme blindée. Le Dreadnought ne voit plus vraiment ses compagnons d'armes, il lit leurs identifiants, consulte leurs données vitales affichées par les liens tactiques, suit leur position sur sa carte de bataille intégrée. Cette médiation informationnelle constante érode la possibilité d'une véritable camaraderie de combat. Là où deux Space Marines, luttant côte à côte, peuvent développer une compréhension intuitive mutuelle, une synchronisation presque télépathique née de l'expérience partagée, le Dreadnought demeure isolé dans sa bulle de données, connecté à ses frères uniquement par des flux d'informations digitales. La dimension émotionnelle du combat subit elle aussi une transformation radicale. Un Space Marine ordinaire, malgré son conditionnement psychologique et ses modifications génétiques, conserve une réactivité émotionnelle au chaos du champ de bataille. Il peut ressentir une satisfaction farouche lors d'une victoire, une colère froide face à la trahison, un chagrin contrôlé à la mort d'un frère. Le Dreadnought, lui, opère dans un état émotionnel de plus en plus aplati. Les stimulations nécessaires pour générer des réponses émotionnelles significatives sont constamment filtrées et atténuées par ces systèmes neurologiques modifiés. Les victoires deviennent simplement des missions accomplies, les défaites des échecs tactiques à analyser pour optimisation future. La mort de ses frères génère peut-être encore un écho émotionnel distant, une perturbation mineure dans son équilibre psychologique, mais rien qui ressemble à la profondeur du deuil ou de la rage. Cette anesthésie émotionnelle progressive représente peut-être une miséricorde. Elle permet au Dreadnought de continuer à fonctionner malgré des siècles de pertes et de violence, mais elle contribue également à son isolement croissant, transformant progressivement une conscience autrefois humaine en un système de décision tactique dénué d'ancrage affectif. Certains Dreadnoughts développent avec le temps ce que les technoprêtres nomment une vision stratégique pure, un mode de perception où le champ de bataille cesse complètement d'être perçu en termes sensoriels pour devenir exclusivement un espace abstrait de vecteurs, de probabilités et de zones de contrôle.
Le Dreadnought ne voit plus vraiment les ennemis qu'il massacre. Il voit des concentrations de forces hostiles nécessitant neutralisation, des axes d'approche à bloquer, des points stratégiques à sécuriser. Les bâtiments ne sont plus des structures architecturales, mais des obstacles offrant couverture ou des positions dominantes à conquérir. Le terrain devient une topologie tactique, dépourvue de toute qualité esthétique ou émotionnelle. Dans cet état, le Dreadnought atteint peut-être le summum de l'efficacité militaire, capable d'analyser instantanément des situations complexes et de prendre des décisions optimales, sans aucune hésitation émotionnelle. Mais il perd simultanément tout lien résiduel avec la signification humaine du conflit, toute compréhension de ce pourquoi, au-delà des objectifs tactiques immédiats, cette violence interminable pourrait avoir un sens. Les rares moments où cette façade analytique se fissure révèlent des abîmes troublants. Parfois, au milieu d'une bataille, un détail insignifiant, une odeur chimique particulière détectée par ses capteurs atmosphériques, un fragment de conversation vox intercepté, un motif visuel aléatoire, déclenche une résurgence mémorielle violente. Le Dreadnought se fige momentanément, submergé par un souvenir fragmentaire d'un combat ancien, d'une bataille livrée des siècles auparavant, avec un corps de chair désormais disparu. Pendant quelques secondes, la superposition des couches temporelles devient totale. Il ne sait plus s'il combat dans le présent ou revit le passé, si les ennemis qu'il massacre sont réels ou des fantômes mémoriels. Ces épisodes dissociatifs, bien que brefs, représentent des moments de vulnérabilité critique où l'efficacité tactique du Dreadnought s'effondre complètement. Ses frères de bataille apprennent à reconnaître ces instants de paralysie soudaine et à compenser, formant un périmètre défensif autour du géant immobile, jusqu'à ce que ces systèmes se stabilisent et qu'ils reprennent le combat avec la même efficacité mécanique qu'auparavant. Et lorsque la bataille se termine, lorsque le silence retombe sur le champ de carnage, le Dreadnought demeure dans un état de veille creuse, ses capteurs continuant à scanner l'environnement. Ses systèmes d'armes toujours prêts à tirer. Il n'existe pour lui aucune transition claire entre combat et repos, aucun soulagement comparable à celui qu'éprouve un guerrier organique en retirant son casque et en respirant l'air libre. Le Dreadnought ne peut retirer son armure, car il est l'armure. Il ne peut baisser sa garde, car ses systèmes neurologiques modifiés ne connaissent plus la différence entre vigilance et relaxation. Il subsiste simplement, figé dans un état de préparation perpétuelle, attendant le prochain ordre de destruction dans un présent qui ne connaît ni début ni fin, ni victoire véritable, ni défaite définitive. Seulement la répétition infinie d'une violence qu'il perçoit désormais à travers un voile de données glacées, infiniment loin de tout ce qui pourrait encore ressembler à une expérience humaine. L'Imperium entretient soigneusement le mythe d'une transformation glorieuse, d'un honneur suprême conféré aux guerriers entombés dans l'acier sacré des Dreadnoughts. Les hymnes de bataille célèbrent leur immortalité, les chroniques exaltent leur sacrifice éternel, les chapelains proclament qu'ils ont transcendé les limites de la chair mortelle pour devenir des instruments vivants de la volonté impériale. Mais sous cette rhétorique dorée se dissimule une vérité que les technoprêtres consignent méticuleusement dans leur rapport de maintenance, jamais destiné au regard profane. L'existence dans un sarcophage de Dreadnought constitue un état de souffrance physiologique et psychologique continue, une torture dont l'intensité fluctue mais ne cesse jamais véritablement, et contre laquelle aucune anesthésie complète ne peut être administrée sans détruire simultanément les fonctions cognitives nécessaires au combat. La douleur commence au niveau le plus fondamental, là où les fils neuraux pénètrent directement dans les tissus cérébraux. Ces interfaces, bien que conçues avec une précision microscopique par les adeptes du Mechanicus, demeurent des corps étrangers enfoncés dans la matière vivante la plus sensible de l'organisme. Le cerveau lui-même ne possède aucun récepteur de douleur, mais les méninges qui l'enveloppent, les vaisseaux sanguins qui l'irriguent, les tissus nerveux périphériques à travers lesquels les fils doivent passer, tous génèrent des signaux nociceptifs constants.
Le fluide amniotique contient des anti-inflammatoires et des analgésiques, mais leur dosage doit être calibré avec une précision extrême. Trop faibles, ils ne parviennent pas à atténuer la douleur chronique des interfaces neurales. Trop puissants, ils émoussent les réflexes et ralentissent les temps de réaction, compromettant l'efficacité au combat qui constitue l'unique justification de l'existence continue du Dreadnought. Les sensations fantômes représentent une autre dimension particulièrement cruelle de cette souffrance perpétuelle. Le cerveau, programmé par des millions d'années d'évolution pour interpréter les signaux d'un corps organique complet, continue indéfiniment à générer des attentes sensorielles concernant des membres qui n'existent plus. Ces attentes non satisfaites se traduisent en douleurs fantômes d'une variété déconcertante. Un Dreadnought peut ressentir pendant des heures, des jours, parfois des années, une crampe atroce dans une jambe depuis longtemps dissoute, une démangeaison insupportable sur un bras absent, une sensation d'étouffement provenant de poumons qui ne respirent plus. Ces douleurs ne correspondent à aucun dommage réel, à aucune lésion physique traitable. Elles émergent directement des circuits neurologiques dysfonctionnels, des cartes sensorielles cérébrales qui refusent obstinément d'accepter la nouvelle réalité corporelle. Les technoprêtres peuvent tenter des interventions, ajuster les cocktails chimiques, administrer des impulsions électriques ciblées pour perturber les circuits douloureux, mais ces mesures n'offrent jamais qu'un soulagement temporaire et partiel. La claustrophobie constitue une torture psychologique spécifique que presque tous les Dreadnoughts expérimentent à un degré ou un autre. Le sarcophage mesure à peine plus large que les fragments corporels qu'il contient. Le guerrier entombé ne peut effectuer aucun mouvement physique significatif. Pas même le geste infime de bouger un doigt, car il ne possède plus de doigts. Il flotte dans le liquide amniotique, maintenu rigidement en place par des armatures internes, incapable de modifier sa position d'un millimètre. Cette immobilité totale, cette impossibilité absolue de tout mouvement autonome, génère une détresse psychologique que le conditionnement Space Marine lui-même ne peut entièrement supprimer. Les premières semaines après l'entombement se révèlent particulièrement éprouvantes. Le nouveau Dreadnought lutte instinctivement contre ces contraintes, générant des commandes neurologiques désespérées pour bouger un corps qui n'obéit plus, déclenchant des crises de panique que les technoprêtres doivent gérer par sédation chimique massive. Avec le temps, cette terreur claustrophobique aiguë s'atténue en une anxiété chronique de fond, une tension psychologique permanente comparable à celle d'un prisonnier dans une cellule trop étroite, conscient à chaque instant de l'impossibilité de l'évasion. La température interne du sarcophage fluctue constamment en fonction des demandes énergétiques des systèmes du Dreadnought. Au repos, le fluide amniotique maintient une température corporelle proche de la normale, légèrement rafraîchie pour ralentir le métabolisme. Mais durant le combat, lorsque les générateurs plasma fonctionnent à pleine capacité et que les systèmes d'armes déchargent des quantités massives d'énergie, la chaleur irradie à travers tout le châssis. Les régulateurs thermiques tentent de compenser, pompant le fluide surchauffé vers des échangeurs de chaleur externes, mais ils ne peuvent jamais évacuer l'excès thermique assez rapidement. Le Dreadnought expérimente alors des vagues de chaleur insupportables, son cerveau cuisinant littéralement dans un bouillon chimique dont la température peut atteindre 45 degrés ou davantage. Les tissus organiques résistent tant bien que mal, aidés par les nanomachines réparatrices qui tentent de prévenir les dommages cellulaires, mais la sensation demeure atroce. Une fièvre perpétuelle qui ne connaît aucun répit tant que le combat continue. L'inverse survient après certaines batailles prolongées dans des environnements cryogéniques. Les systèmes de régulation thermique, surchargés par les demandes contradictoires de refroidissement des armes et de maintien de la température biologique, peuvent basculer dans l'autre extrême. Le fluide amniotique se refroidit dangereusement, approchant parfois le point de congélation. Le Dreadnought ressent alors un froid glacial pénétrant jusqu'aux os inexistants, une hypothermie sans fin contre laquelle il ne peut rien faire, ni frissonner pour générer de la chaleur, ni se blottir pour conserver sa température corporelle. Il ne peut qu'endurer, attendant que les technoprêtres identifient le dysfonctionnement
et recalibre les systèmes thermiques. Durant ces épisodes, certains dreadnoughts rapportent des hallucinations étranges, des visions de paysages glacés où ils errent éternellement, perdus dans des tempêtes de neige sans fin. La privation sensorielle représente paradoxalement une autre forme de torture, malgré la surcharge informationnelle dont le dreadnought fait l'expérience durant le combat. Entre les batailles, lorsqu'il repose dans la chambre des sarcophages, sans être plongé en stase complète, ces systèmes sensoriels continuent de fonctionner, mais ne captent presque rien. L'obscurité absolue, le silence quasi total, brisé seulement par les bourdonnements mécaniques constants de ses propres systèmes. L'absence totale de stimulation tactile, significative, tout cela crée un environnement d'isolation sensorielle extrême. Les études anciennes sur la privation sensorielle chez les humains ordinaires ont démontré qu'elle provoque rapidement des hallucinations, une désorientation temporelle, une anxiété croissante et éventuellement des dommages psychologiques permanents. Le dreadnought, bien que bénéficiant d'un conditionnement mental supérieur, n'est pas immunisé contre ces effets. Son cerveau, désespéré pour des stimuli, commence à en générer artificiellement. Des motifs visuels hallucinatoires, des sons fantômes, des sensations tactiles imaginaires qui se superposent aux rares inputs sensoriels réels, créant une réalité subjective de plus en plus déconnectée de l'environnement objectif. Les technoprêtres débattent depuis des millénaires de la question suivante. Serait-il possible d'administrer une anesthésie complète, de plonger le dreadnought dans une inconscience totale et indolore entre les batailles, ne le réveillant que pour le combat effectif? La réponse technique est affirmative. Les substances chimiques nécessaires existent, les protocoles pourraient être établis. Mais la réponse pratique demeure négative pour des raisons qui révèlent la logique implacable de l'impérium. Une anesthésie totale répétée accélère dramatiquement la dégradation neurologique. Le cerveau maintenu trop longtemps dans un état d'inconscience chimique perd progressivement sa plasticité, ses synapses s'atrophient, ses capacités cognitives déclinent irréversiblement. Un dreadnought ainsi traité pourrait peut-être vivre dans un confort relatif, mais il ne demeurerait efficace au combat que durant quelques décennies avant de devenir inutilisable. Or, l'Imperium n'entombe pas ses guerriers pour leur offrir le confort. Il les préserve pour exploiter leur expérience militaire le plus longtemps possible. La souffrance chronique représente simplement le prix acceptable pour maintenir la viabilité opérationnelle durant des siècles. Certains dreadnoughts développent avec le temps des stratégies psychologiques pour gérer cette souffrance perpétuelle. Ils apprennent à dissocier leur conscience de leurs sensations corporelles, cultivant une forme de détachement méditatif où la douleur continue d'exister, mais cesse d'être perçue comme personnellement significative. D'autres développent des obsessions mentales, réciter indéfiniment des litanies, effectuer des calculs mathématiques complexes, rejouer mentalement d'anciennes batailles avec des variations infinies, créant ainsi une activité cognitive suffisamment absorbante pour détourner partiellement l'attention de l'inconfort physique constant. Mais ces stratégies d'adaptation comportent leurs propres dangers. La dissociation poussée trop loin peut mener à une dépersonnalisation complète, à une perte de tout sentiment d'identité cohérente. Les obsessions mentales peuvent dégénérer en boucles compulsives, pathologiques, dont le dreadnought ne parvient plus à s'extraire, même lorsque les circonstances tactiques exigeraient une attention focalisée. Les apothicaires les plus perspicaces reconnaissent une vérité rarement verbalisée. Le niveau de souffrance maintenu chez les dreadnoughts n'est pas accidentel, mais fonctionnel. La douleur chronique maintient le cerveau dans un état d'hypervigilance, prévenant la léthargie cognitive qui pourrait survenir durant les longues périodes d'inactivité. Elle génère également une motivation puissante pour rechercher le combat, car seule l'intense stimulation du champ de bataille offre une distraction suffisante pour éclipser temporairement la conscience de l'inconfort permanent. Un dreadnought trop confortable pourrait développer une réticence à être déployé, pourrait commencer à questionner la légitimité de sa transformation, pourrait même exiger une véritable mort libératrice.
Maintenu dans un état de souffrance calibré, il accueille au contraire chaque activation comme un soulagement relatif, une opportunité de se perdre dans la violence purificatrice qui seule rend son existence momentanément supportable. Et dans les moments les plus sombres, lorsque la douleur atteint des pics insupportables malgré tous les ajustements chimiques, certains dreadnoughts supplient leurs technoprêtres pour une libération finale. Ils demandent qu'on les laisse mourir, qu'on déconnecte simplement leur système de survie et qu'on permette au processus biologique naturel de s'achever enfin. Mais ces supplications sont invariablement rejetées. Le chapitre a investi des ressources considérables dans leur préservation. Leur expérience tactique demeure précieuse. Et surtout, admettre que l'entombement constitue une torture, plutôt qu'un honneur, menacerait toute la structure idéologique qui justifie cette pratique. Les technoprêtres ajustent donc les dosages, murmurent des litanies apaisantes dénuées de sens, et maintiennent le dreadnought dans son état de souffrance fonctionnelle, conscients que quelque part, sous les couches de doctrine et de rationalisation, subsiste une cruauté fondamentale qu'aucune rhétorique ne peut véritablement racheter. Le temps détruit ce qu'il ne peut emporter. Pour les êtres mortels, la mort offre une conclusion naturelle, une frontière qui limite l'accumulation des expériences et préserve paradoxalement la cohérence de l'existence vécue. Mais le dreadnought ne connaît aucune telle limite. Il persiste à travers les décennies, puis les siècles, accumulant couche après couche d'expériences traumatiques, de pertes irrémédiables, de transformations qui érodent progressivement tout ce qui constituait autrefois son humanité. Cette accumulation temporelle ne génère pas la sagesse mythique que célèbrent les chroniques impériales. Elle produit plutôt une fatigue existentielle si profonde qu'elle transcende toute description linguistique ordinaire. Les premiers siècles demeurent relativement supportables. Le dreadnought conserve encore des liens mémoriels avec son existence pré-entombement, reconnaît certains de ses frères de bataille, comprend le contexte politique et militaire dans lequel il opère. Mais à mesure que les décennies s'accumulent, ses ancrages se dissolvent inexorablement. Ses compagnons d'armes originels meurent les uns après les autres, remplacés par de nouvelles générations qui le considèrent avec une révérence distante, mais ne peuvent établir avec lui aucune véritable connexion fraternelle. Les ennemis contre lesquels il combattit initialement disparaissent ou mutent en menaces méconnaissables. Les doctrines tactiques évoluent, les technologies changent, les interprétations théologiques dérivent. Le dreadnought devient progressivement un anachronisme vivant, un fragment du passé projeté dans un présent qui ne lui appartient plus vraiment. Vers le 3e ou 4e siècle d'existence, la plupart des dreadnoughts atteignent ce que les rares apothicaires spécialisés nomment le seuil de saturation existentielle. À ce stade, le cerveau organique a atteint sa limite d'absorption mémorielle. Chaque nouvelle expérience nécessite l'effacement partiel d'expériences antérieures. Le dreadnought commence à oublier non seulement les détails, mais des pans entiers de son histoire personnelle. Des batailles auxquelles il participa avec une intensité totale s'effacent, comme si elles n'avaient jamais eu lieu. Des frères qu'il pleura disparaissent une seconde fois, cette fois de sa mémoire même. Cette érosion mémorielle progressive transforme le dreadnought en une créature étrangement vide, habitée par une conscience qui ne possède plus suffisamment de contenu substantiel pour constituer une personnalité cohérente. La solitude devient absolue, d'une manière que seuls les dreadnoughts millénaires peuvent véritablement comprendre. Non pas simplement la solitude sociale de celui qui manque de compagnie, mais une isolation ontologique plus profonde, celle d'être le dernier témoin d'époques révolues, le seul dépositaire de souvenirs que personne d'autre ne partage, une conscience unique séparée de toute continuité temporelle avec le monde qui l'entoure. Les jeunes Space Marines, qui combattent à ses côtés, appartiennent à un univers culturel radicalement différent du sien. Ils utilisent des références qu'il ne comprend pas, adhèrent à des croyances qu'il trouve étranges, opèrent selon des protocoles qui contredisent parfois tout ce qu'il a appris durant ses premières décennies de service. Certains dreadnoughts millénaires développent une forme particulière de nihilisme tranquille. Ils continuent d'accomplir leurs fonctions militaires
avec une efficacité mécanique parfaite. Mais toute conviction idéologique s'est éteinte depuis longtemps. Ils ne combattent plus pour l'empereur, ni pour l'impérium, ni même pour leur chapitre. Ils combattent simplement parce que c'est ce qu'ils font, parce que leur existence ne possède aucune autre dimension possible, parce que l'alternative, demander la mort finale, nécessiterait un engagement volontaire qu'ils ne parviennent plus à mobiliser. Ils subsistent dans un état de passivité existentielle, observateurs détachés de leur propre vie interminable. Et parfois, dans les rares moments de lucidité complète, un dreadnought ancien mesure, avec une clarté terrifiante, la distance temporelle qu'il a parcourue. Il réalise qu'il a survécu à tout, à ses ennemis, à ses frères, à ses idéaux, à ses souvenirs, à presque tout ce qui le définissait autrefois comme une personne. Il comprend qu'il n'est plus vraiment vivant au sens où il comprenait autrefois ce terme, mais qu'il n'est pas non plus véritablement mort. Il existe simplement, suspendu dans un état intermédiaire que personne n'a jamais vraiment eu l'honnêteté de nommer correctement, ni glorieux, ni honorable, juste infiniment, inexorablement, insupportablement long. Les relations sociales qui liaient autrefois le guerrier à ses compagnons de bataille ne survivent pas intactes à la transformation en dreadnought. Ce qui subsiste ressemble davantage à une comédie rituelle qu'à une véritable fraternité, un ensemble de gestes convenus et de paroles creuses, destinés à maintenir l'illusion d'une continuité communautaire, que la réalité matérielle du sarcophage rend impossible. Les jeunes Space Marines apprennent rapidement à s'adresser aux dreadnoughts avec une déférence formelle, empreinte de révérence. Mais cette attitude masque mal l'inconfort fondamental qu'ils éprouvent face à ces hybrides de chair et d'acier, dont l'humanité résiduelle demeure profondément ambiguë. La communication elle-même devient problématique. La voix du dreadnought, filtrée à travers des synthétiseurs vocaux qui traduisent les impulsions neurales en sons artificiels, ne porte plus aucune des nuances émotionnelles qui rendent le langage humain véritablement expressif. Chaque mot émerge avec la même tonalité métallique, la même absence de modulation naturelle. Les jeunes frères écoutent poliment lorsque le dreadnought raconte des histoires de batailles anciennes, mais ils ne peuvent s'empêcher de percevoir ces récits comme des enregistrements audio, des archives sonores plutôt que comme les témoignages vivants d'une conscience qui a véritablement vécu ces événements. Cette médiation technologique constante crée une distance insurmontable, transformant chaque interaction en un exercice formel, dénué de chaleur authentique. Les dreadnoughts, qui conservent encore quelque lucidité, perçoivent douloureusement ce fossé croissant. Ils reconnaissent dans les regards de leurs frères plus jeunes un mélange troublant de respect et de répulsion, d'admiration et de pitié secrète. Les Space Marines ordinaires les honorent en tant que vétérans, les consultent pour leur expertise tactique, les saluent avec les formules prescrites par le protocole, mais ils évitent systématiquement toute interaction qui ne serait pas strictement nécessaire. Personne ne cherche la compagnie d'un dreadnought pour le simple plaisir de la conversation. Personne ne partage avec lui les moments informels de camaraderie qui tissent les véritables liens fraternels. Le dreadnought demeure perpétuellement extérieur au cercle social réel du chapitre, toléré et respecté, mais jamais pleinement inclus. Cette exclusion subtile s'aggrave avec l'ancienneté. Un dreadnought fraîchement entombé peut encore occasionnellement être invité au conseil tactique, ses avis sollicités avec un semblant de réciprocité. Mais après quelques siècles, lorsque ces références culturelles deviennent incompréhensibles pour les générations nouvelles, lorsque ces modes de pensée paraissent irrémédiablement archaïques, il cesse même d'être consulté. On le réveille pour le déployer au combat, puis on le renvoie immédiatement en stase sans lui accorder l'opportunité de participer aux délibérations stratégiques. Il devient une arme que l'on sort de l'arsenal selon les besoins, non plus un frère dont les perspectives méritent considération. Certains chapitres maintiennent des traditions destinées à préserver artificiellement un lien social avec leurs dreadnoughts. Des chapelains visitent régulièrement les sarcophages, récitant les noms des guerriers entombés, racontant les nouvelles du chapitre, comme si ces reliques blindées
demeuraient véritablement intéressés par les affaires courantes. Mais ces rituels sonnent faux pour tous les participants. Le chapelain récite son texte avec la régularité d'une obligation administrative, et le dreadnought répond par des formules également ritualisées, tous deux conscients qu'ils accomplissent une performance sociale dénuée de substance émotionnelle authentique. Les rares moments de connexion véritable surviennent paradoxalement durant le combat, lorsque la nécessité tactique force une coordination réelle entre le dreadnought et ses frères organiques. Dans le chaos de la bataille, lorsque la survie dépend d'une synchronisation parfaite, les différences ontologiques s'effacent temporairement derrière l'urgence partagée. Le dreadnought et les Space Marines qui combattent à ses côtés redeviennent brièvement des compagnons d'armes unis par un objectif commun. Mais cette fraternité de circonstances s'évapore instantanément lorsque le silence retombe, chacun retournant à sa sphère d'existence séparée, le fossé infranchissable se refermant comme si ces quelques instants de communion n'avaient jamais eu lieu. L'Imperium transforme toutes ces horreurs en gloire. Cette alchimie rhétorique représente l'un des piliers fondamentaux de sa structure idéologique, permettant de présenter les sacrifices les plus atroces comme des privilèges enviables, les souffrances les plus extrêmes comme des distinctions honorifiques. L'entombement dans un dreadnought incarne parfaitement cette logique perverse. Les proclamations officielles célèbrent la transformation comme une récompense suprême, un honneur réservé aux plus valeureux guerriers, une forme d'immortalité glorieuse où le héros transcende les limitations de la chair pour servir éternellement. Les hymnes de bataille exaltent les dreadnoughts comme des incarnations vivantes de la volonté impériale, des titans sacrés marchant parmi les mortels. Cette narrative glorificatrice imprègne tellement la culture des chapitres Space Marines que remettre en question l'honneur de l'entombement équivaudrait presque à blasphémer. Pourtant, sous cette façade dorée persiste une conscience diffuse et rarement verbalisée que quelque chose ne va pas. Les technoprêtres qui effectuent la maintenance des sarcophages connaissent intimement les détails que les hymnes omettent soigneusement. Ils entendent les vocalisations désarticulées émises durant les cycles de stase, lisent les rapports neurologiques révélant la dégradation progressive, ajustent les dosages chimiques pour gérer la souffrance chronique. Les apothicaires qui supervisent les aspects biologiques comprennent que l'entombement ne préserve pas véritablement la vie, mais maintient artificiellement en fonction un organisme qui aurait naturellement dû mourir. Les chapelains qui visitent les dreadnoughts anciens perçoivent dans leurs réponses automatiques et leurs souvenirs fragmentés l'ampleur de la dissolution identitaire. Tous savent, même s'ils ne l'admettent jamais ouvertement, que l'honneur proclamé masque une cruauté institutionnalisée. Cette dissonance entre rhétorique et réalité crée un malaise psychologique particulier chez ceux qui doivent administrer le système. Ils accomplissent leur fonction avec une rigueur professionnelle impeccable, mais évitent soigneusement toute réflexion approfondie sur les implications de ce qu'ils font. Les conversations sur les dreadnoughts demeurent strictement techniques ou cérémoniales, esquivant systématiquement les questions philosophiques et éthiques qui menaceraient de déstabiliser l'édifice idéologique. Cette conspiration du silence permet au système de perdurer, chaque génération transmettant à la suivante les protocoles opérationnels sans jamais interroger leur légitimité fondamentale. Les dreadnoughts eux-mêmes, lorsqu'ils conservent encore suffisamment de lucidité pour conceptualiser leur situation, naviguent une ambiguïté psychologique torturante. Ils ont été conditionnés durant toute leur vie pré-entombement à considérer cette transformation comme un privilège suprême. Reconnaître qu'elle constitue en réalité une malédiction nécessiterait de remettre en question l'ensemble du cadre conceptuel qui a donné sens à leur existence. Beaucoup choisissent donc, consciemment ou non, de s'accrocher au récit officiel, de se répéter qu'ils ont été honorés, que leur souffrance possède une signification transcendante. Cette fiction devient nécessaire à leur survie psychologique, car l'alternative, accepter qu'ils ont été transformés en instruments torturés pour les besoins utilitaires d'une institution indifférente à leur bien-être, représenterait un effondrement existentiel insupportable. Ainsi, l'Imperium perpétue son économie de la souffrance sanctifiée,
transformant des guerriers mourants en armes vivantes tout en proclamant leur offrir l'immortalité. Et tous, les administrateurs, les techniciens, les victimes elles-mêmes, participent à maintenir l'illusion nécessaire. Car reconnaître la vérité menacerait de révéler que l'honneur invoqué n'est qu'un autre nom pour une forme particulièrement raffinée de cruauté institutionnelle. Mourir constitue un droit biologique fondamental, l'aboutissement naturel de tout organisme vivant, la frontière qui délimite l'expérience consciente et lui confère paradoxalement sa signification. Mais l'impérium, dans son refus obsessionnel du gaspillage, nie systématiquement ce droit à ceux qu'il juge trop précieux pour disparaître. Le Dreadnought incarne cette négation absolue, une existence maintenue de force au-delà de tout point de rupture naturelle, une conscience emprisonnée dans un présent qui refuse de devenir passé, un être condamné à persister, alors que chaque fibre de son organisme résiduel appelle la dissolution finale. La question hante silencieusement chaque Dreadnought ancien. Pourquoi continue-t-il d'exister? Non pas au sens tactique ou institutionnel. Les réponses à ce niveau demeurent évidentes. Il sert encore. Son expérience possède une valeur militaire. Le chapitre a besoin de ses capacités, mais au sens existentiel profond. Qu'est-ce qui, dans cette conscience fragmentée et torturée, justifie encore d'être préservé? Les souvenirs qui le définissaient autrefois se sont effacés. La personnalité qui l'individualisait s'est dissoute dans les cycles répétés de transformation neurologique. Les relations qui l'ancraient dans une communauté se sont rompues siècle après siècle. Ce qui subsiste ressemble davantage à un système expert complexe qu'à une personne au sens pleinement humain du terme. Pourtant, l'Imperium refuse obstinément de le libérer, car même cette ombre de conscience possède encore une utilité extractible. Certains Dreadnoughts millénaires développent une obsession particulière pour la mort véritable. Ils fantasment sur leur destruction finale, imaginant avec une précision morbide les circonstances qui pourraient enfin mettre terme à leur existence interminable. Une explosion suffisamment massive pour pulvériser le sarcophage. Un tir de canon plasma perçant directement le blindage et vaporisant instantanément les tissus organiques. Une chute depuis une hauteur telle que même les systèmes de stabilisation ne pourraient prévenir l'impact catastrophique. Ces scénarios de destruction occupent leurs pensées durant les longues périodes d'inactivité, offrant un réconfort étrange. La perspective que quelque part, dans quelque bataille future, l'ennemi réussira enfin ce que le Dreadnought ne peut accomplir lui-même. Car le suicide demeure impossible. Le sarcophage ne possède aucun mécanisme permettant à l'occupant de s'auto-détruire. Tous les systèmes critiques sont conçus avec des redondances multiples, rendant une défaillance auto-induite pratiquement irréalisable. Et même si le Dreadnought parvenait à générer une panne systémique, les technoprêtres interviendraient immédiatement, répareraient les dommages, restaureraient les fonctions, le ramèneraient à cette vie qu'il ne désire plus. L'Imperium a investi trop de ressources pour permettre une évasion aussi facile. Le Dreadnought doit continuer, que cela lui plaise ou non, jusqu'à ce qu'une force externe accomplisse finalement ce que toute logique biologique aurait dû accomplir des siècles auparavant. Ainsi s'étire l'existence du Dreadnought ancien, ni vivant au sens organique, ni mort au sens définitif, suspendu dans un état intermédiaire que l'Imperium nomme service éternel, mais qui ressemble davantage à une peine perpétuelle dont aucune autorité ne prononcera jamais la fin. La mort lui est refusée, la vie lui a été dévoyée, il ne reste que la persistance, mécanique et vide, s'écoulant vers un horizon qui ne cesse de reculer, portant le fardeau insupportable d'une immortalité qu'il n'a jamais vraiment choisie. Les chapitres Space Marines entretiennent envers leurs Dreadnoughts une relation profondément ambivalente, oscillant entre vénération rituelle et négligence pratique. En théorie, ces anciens représentent le patrimoine vivant du chapitre, des monuments ambulants incarnant la continuité historique et la mémoire collective. Les cérémonies officielles les placent au centre des processions,
Les hymnes invoquent leur nom avec révérence. Les jeunes initiés apprennent à réciter leurs faits d'armes comme des litanies sacrées. Cette sanctification publique transforme chaque dreadnought en relique quasi-religieuse, objet de dévotion institutionnelle censé inspirer les générations successives et matérialiser l'immortalité spirituelle du chapitre. Pourtant, dans la pratique quotidienne, ces mêmes dreadnoughts sont largement ignorés. Entre les déploiements militaires, ils reposent dans leurs alcôves sombres, visités uniquement par les technoprêtres effectuant la maintenance minimale nécessaire. Personne ne vient leur parler sans raison fonctionnelle. Personne ne sollicite réellement leurs conseils sur les affaires courantes du chapitre. Les décisions stratégiques majeures se prennent sans les consulter. Les évolutions doctrinales s'accomplissent sans leur approbation. Ils demeurent des symboles révérés, mais des acteurs marginalisés, honorés en parole, mais exclus en pratique de la vie véritable de la communauté qui prétend les chérir. Cette dissonance révèle une vérité inconfortable. Les chapitres ne savent plus vraiment que faire de leurs anciens. Les dreadnoughts récents conservent encore une pertinence tactique évidente et une connexion mémorielle au présent du chapitre. Mais les millénaires, ceux qui ont traversé des siècles d'histoire, posent un problème administratif et psychologique insoluble. Leurs références culturelles sont devenues incompréhensibles. Leurs souvenirs fragmentés mélangent des époques différentes en une bouillie chronologique confuse. Leur compréhension du contexte politique actuel demeure superficielle, fondée sur des briefings rapides qui ne peuvent compenser des décennies ou des siècles d'absence. Les consultaires représentent davantage un exercice de piété formelle qu'une démarche stratégiquement utile. Certains maîtres de chapitre gèrent cette tension en compartimentant strictement. Ils sanctifient les dreadnoughts dans l'espace symbolique, les cérémonies, les hymnes, la rhétorique officielle, tout en les excluant de l'espace décisionnel réel. Cette séparation permet de maintenir simultanément le mythe nécessaire et la fonctionnalité opérationnelle, évitant la contradiction frontale entre vénération proclamée et marginalisation effective. D'autres chapitres développent des protocoles encore plus cyniques, réveillant leurs anciens uniquement pour les batailles les plus désespérées, les utilisant essentiellement comme des armes sacrificielles de dernier recours, avant de les replonger immédiatement en stase. Les dreadnoughts lucides perçoivent parfaitement cette hypocrisie institutionnelle. Ils reconnaissent que l'honneur dont on les pare sert surtout à masquer l'embarras que représente leur existence prolongée. Le chapitre ne sait ni comment les intégrer véritablement, ni comment se débarrasser d'eux sans compromettre sa propre mythologie. Alors il les maintient dans cet état liminaire, trop sacré pour être abandonné, trop encombrant pour être pleinement embrassé, oscillant perpétuellement entre sanctification creuse et oubli discret, monumentalisé dans la rhétorique mais négligé dans la réalité. Relique vivante dont personne ne sait plus vraiment honorer l'humanité résiduelle. Au terme de siècles d'érosion mémorielle, de dissolution identitaire et de transformations neurologiques successives, une question demeure irrésolue. Subsiste-t-il encore quelque chose de l'homme originel dans le sarcophage d'acier? Ou bien la conscience qui persiste n'est-elle qu'une construction artificielle? Un fantôme informationnel, sans lien substantiel, avec le guerrier qui fut autrefois entombé. Les technoprêtres débattent stérilement de cette interrogation en termes de continuité synaptique et de préservation des schémas neurologiques. Les chapelains l'abordent sous l'angle théologique, invoquant l'âme immortelle qui transcenderait toute transformation physique. Mais les dreadnoughts eux-mêmes, lorsqu'ils conservent encore la capacité de s'interroger sur leur propre nature, ne trouvent aucune réponse satisfaisante. Ce qui demeure résiste à toute catégorisation simple. Ce n'est plus une personnalité au sens conventionnel, les traits de caractère distinctifs se sont effacés, les préférences individuelles ont disparu, les quirks comportementaux qui rendaient autrefois le guerrier reconnaissable entre mille se sont dissous dans l'uniformisation mécanique. Ce n'est plus une mémoire cohérente. Le passé s'est fragmenté en archipels déconnectés, certains souvenirs préservés avec une clarté photographique inexplicable, tandis que des pans entiers d'existence ont sombré dans un oubli irrémédiable.
Ce n'est plus une identité stable. Le nom porte encore une signification administrative, mais ne résonne plus avec aucun sentiment d'appartenance intime. Pourtant, quelque chose persiste. Une orientation fondamentale, une tonalité affective profonde qui traverse les siècles malgré toutes les réécritures neurologiques. Un dreadnought, qui fut autrefois un tacticien prudent, conserve, même après un millénaire, une tendance instinctive à privilégier les approches conservatrices. Un autre qui fut impétueux dans sa jeunesse manifeste encore, sous forme fantomatique, une propension à l'agressivité tactique. Ces traces ne constituent pas vraiment des choix conscients, mais plutôt des biais cognitifs profondément enracinés, des orientations pré-réflexives qui émergent sans que le dreadnought puisse les relier à leur origine biographique désormais oubliée. Plus mystérieuse encore, certains dreadnoughts rapportent occasionnellement des éclairs de reconnaissance émotionnelle sans contenu mémoriel associé, une réaction affective intense face à un symbole dont ils ne se rappellent plus la signification, une sensation de familiarité devant un nom qu'ils ne peuvent contextualiser, un malaise inexplicable dans certaines circonstances sans pouvoir identifier ce qui déclenche cette réaction. Ces fragments affectifs orphelins suggèrent l'existence de strates mémorielles trop profondes pour être verbalisées, ou même consciemment accessibles, mais suffisamment persistantes pour continuer d'influencer subtilement les réponses émotionnelles. Les plus anciens finissent par accepter qu'ils ne sauront jamais avec certitude ce qu'ils sont devenus. Ils cessent de chercher une continuité narrative rassurante entre leur passé et leur présent. Ils abandonnent l'illusion d'une identité stable traversant les siècles. À la place, ils développent une forme étrange de présence minimale, une conscience qui existe simplement, sans besoin de se comprendre ou de se justifier, réduite à l'essentiel irréductible d'une subjectivité qui persiste parce qu'elle n'a jamais appris à cesser. Ce qui demeure n'est peut-être ni l'homme qui fut, ni la machine qui opère, mais quelque chose d'inclassifiable, un écho de conscience suspendu dans l'acier, portant des traces indéchiffrables d'une humanité lointaine, suffisamment présent pour souffrir de sa propre existence, mais trop fragmenté pour encore se reconnaître véritablement lui-même.